Marco Rubio s'est entretenu avec Sergueï Lavrov. Le compte-rendu officiel de cet échange, et c'est très intéressant, à ce jour, dit simplement qu'ils ont parlé. Ils ont discuté des relations entre les États-Unis et la Russie, ainsi que de la nécessité de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais ils n'ont rien dit sur le pourquoi. Les médias, eux, rapportent que les États-Unis sont prêts à aider à mettre fin à cette guerre insensée en Ukraine. Mais, selon Rubio, aucun accord rapide ne se profile. Et du côté russe, Dmitry Peskov a dit ceci au sujet de tout espoir de règlement à court terme. Dans cette situation, je ne serais pas trop optimiste. Des contacts ont bien lieu, c'est toujours positif, mais pour l'instant, on ne peut pas parler d'une nouvelle dynamique ni d'une accélération. Nous poursuivons notre dialogue avec les Américains par les canaux de travail existants. Et nous espérons que, lorsque les négociateurs américains seront plus disponibles, nous reprendrons les échanges en personne. Ils pourront venir à Moscou et poursuivre notre dialogue. Mais entre-temps, comme la Russie l'a toujours fait, elle va continuer à se battre. Et la guerre aérienne s'est vraiment intensifiée. Elle s'est désormais étendue à la guerre maritime. Un certain nombre de navires russes ont été touchés dans la mer d'Azov. Mais la Russie, comme elle le fait toujours, riposte plus durement contre le trafic maritime. Et maintenant, une bonne partie du système portuaire d'Odessa, en Ukraine, a été mise à l'arrêt parce qu'ils ne peuvent pas supporter ça. Et il y a toutes sortes de frappes sur toute la profondeur opérationnelle de la ligne de front. Sur la ligne de front, la Russie continue d'avancer. Elle a récemment pris Konstantinovka. Elle avance maintenant vers Slaviansk et Kramatorsk, les deux dernières villes forteresses qui restent dans la région du Donbass, et ainsi de suite. Et comme vous me le disiez avant que nous passions à l'antenne, il y a un autre développement, tactique, ou du moins opérationnel, pour les Russes sur le champ de bataille. Quel est-il? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, gardons quelque chose à l'esprit. Moscou, Pékin et Téhéran ont tous tiré une leçon très dure de leur relation avec nous. C'est qu'on ne peut croire ni ce que dit le président Trump, ni ce que dit qui que ce soit dans son administration. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc il ne peut y avoir aucun arrangement, aucun accord d'aucune sorte avec la Russie à ce stade sur l'Ukraine. Combien de fois les rencontrez-vous? Combien de fois écoutez-vous Donald Trump dire « Eh bien, je ferai ceci, nous ferons cela, nous allons régler ça, nous allons y mettre un terme », pour découvrir ensuite qu'il rentre chez lui, fait un virage à 180 degrés et fait l'inverse de ce qui avait été dit. C'est ce qui s'est passé en Alaska. Je pense que l'Alaska a été la dernière tentative sérieuse pour parvenir à une forme d'accord, et ils ont abandonné. Ils accepteront volontiers de nous parler, ou au moins de rester là à nous écouter pérorer. Mais personne ne nous fait confiance. Et c'est très grave parce que si personne ne nous fait confiance au Moyen-Orient et si personne ne nous fait confiance en Europe de l'Est, vous n'aurez aucun investisseur ni aucun prêteur prêt à revenir dans ces régions pour reconstruire quoi que ce soit. Parce qu'ils ne croient rien de ce que nous disons, en particulier quand il s'agit de mettre fin au conflit. Ils ont peur que s'ils y vont et font quoi que ce soit, Donald Trump décide la semaine suivante « Eh bien, je relance la campagne de bombardement parce que X, Y et Z ne me plaisent pas. » Nous sommes dans une situation très difficile là-bas. Cet homme, le général Sourovikine, est peu connu de beaucoup de gens en Occident. Il devrait l'être. C'est un homme très intelligent, très vif. Il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la réponse stratégique plus large en Ukraine face à la menace ukrainienne. Une fois que les Russes eurent consolidé leur contrôle sur l'essentiel de ce qui les intéressait au départ, ces zones russophones.
C'est un officier de l'armée de l'air. Il comprend tous les différents systèmes de frappe et sait comment les utiliser, comment les coordonner. Il comprend le caractère crucial des liaisons entre le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, dans les airs et dans l'espace, et toutes ces plateformes d'armement. Il comprend que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les frappes façonnent le champ de bataille pour les forces terrestres. Autrement dit, les forces au sol n'attendent pas que les frappes cessent avant de se déplacer. Les frappes sont bien plus profondes, bien plus déterminantes. Il fait partie de ceux qui pensent depuis un certain temps que la guerre avance trop lentement, qu'elle a été menée avec trop de prudence. Il a été pénalisé à cause de ses déclarations publiques en soutien à Prigojine. Les gens oublieront Prigojine. C'est lui qui a mené toute cette marche sur Moscou en essayant d'attirer l'attention du président Poutine. Il a désormais disparu comme les bisons. Sourovikine a été puni en étant envoyé en Afrique, où il a accompli un excellent travail pour les Russes. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a une personnalité très différente, avec une vision différente du champ de bataille et de la manière d'agir. Je m'attends à ce qu'il ait un impact considérable, et il va assurément finir le travail à Kharkov. Ensuite, je pense que nous verrons un mouvement vers Odessa. Et à terme, je pense que les Ukrainiens seront complètement chassés de la zone d'Ukraine située à l'est du Dniepr. Je serais surpris que cela n'arrive pas prochainement. Ce n'est pas quelqu'un d'incertain, d'indécis, ou comme je le dirais, d'extrêmement prudent. C'est tout le contraire. Je me demande si vous pouvez aborder ce point un peu plus en détail. Il faut nous donner une idée de la manière dont son commandement se compare à ce que fait l'Occident. Parce qu'il n'est pas excessivement prudent, mais il est, en tout cas, c'est ce qu'il semble au vu de ce qu'il a fait lorsqu'il était encore directement impliqué. Il est patient. Par exemple, en 2022, il a pris des décisions que personne d'autre en Occident ou en Ukraine n'aurait prises. Il a estimé que tenter de tenir la ville de Kherson, que la Russie contrôlait à l'époque, coûterait trop cher. Il s'est donc retiré de la ville, a repassé le fleuve Dniepr, a fait sauter les 4 ponts et cela a pratiquement arrêté les Ukrainiens. Ils ne sont jamais allés au-delà. Entre-temps, il a mis en place ces 5 lignes, ce qu'on a fini par appeler les 5 lignes de défense Surovikine, qui ont parfaitement réussi à briser l'offensive ukrainienne de 2023. Et maintenant, on ne peut que se demander ce qui se serait passé s'il était resté en poste. Non, car il a été écarté à cause de l'affaire Prigojine. Maintenant qu'il est de retour, que vous indiquent ses attaques précédentes sur ce qu'il pourrait faire ensuite. Eh bien, tout d'abord, vous avez raison. Il a correctement évalué la situation en nous laissant, nous et notre mandataire ukrainien, aller trop loin. Nous sommes allés trop loin. Cela a entraîné 1 million de victimes. Des centaines de milliers de vies ont été perdues inutilement. Pensez à ce qui s'est passé après Koursk. Car lorsque vous parlez de Koursk, il faut savoir que l'opération avait été préparée au départ malgré les objections de Staline. Staline voulait attaquer. C'est quelque chose qu'il avait en commun avec Hitler. Ils étaient tous les deux obsédés par l'idée de s'attaquer l'un l'autre. Et on l'en a dissuadé. J'ai d'ailleurs écrit un chapitre à ce sujet dans le livre Margin of Victory, que certains voudront peut-être parcourir. Si vous regardez ce qui s'est passé à Koursk, c'est ce qui est arrivé aux Ukrainiens. Au lieu que cela arrive aux Allemands, cela est arrivé aux Ukrainiens. Maintenant, vous allez voir ce qui s'est passé après Koursk. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont déplacés vers l'ouest. Mais ils ne vont pas avancer vers l'ouest comme ils l'ont fait au début, après la chute de Stalingrad.
Et ils ne vont pas avancer vers l'ouest après Kursk comme ils l'ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sera beaucoup plus délibéré, beaucoup plus méthodique, mais ce sera dévastateur. Et vous verrez une intégration de la puissance aérienne et des missiles avec la puissance de combat au sol, à une échelle que vous n'avez pas encore vue. C'est le mieux que je puisse faire. Eh bien, c'est précisément ce que la plupart des gens en Occident ne croient même pas possible. En fait, beaucoup de personnes que j'ai interrogées ici à Washington pensent simplement que non. Ce qu'on a vu la Russie faire depuis 2023, depuis l'échec de cette offensive, qui n'a pris soi-disant qu'1%, 1% et demi, peu importe, c'est parce que c'est tout ce qu'elle est capable de faire. Et c'est tout ce qu'elle fera jamais. Donc au fond, c'est un conflit gelé, c'est une impasse. Et oui, il y a beaucoup de combats le long de la ligne, mais ça n'ira jamais plus loin. Alors, on peut prendre notre temps. En fait, on a vu plus tôt cette semaine l'annonce selon laquelle l'Allemagne et le Royaume-Uni s'associent pour développer cette nouvelle capacité de défense antimissile, et aussi une capacité offensive par missile, afin de créer des missiles de plus longue portée que l'Ukraine pourrait utiliser contre la Russie. Tout cela ne devrait pas voir le jour avant 2034. Mais ils pensent à long terme. La guerre va simplement continuer à s'enliser, jusqu'au moment où ils pourront frapper la Russie encore plus durement. Que pensez-vous de ce gâchis? Premièrement, est-ce que cela peut fonctionner du point de vue européen? Et deuxièmement, que cela fonctionne ou non, quel message envoie-t-on aujourd'hui à la Russie en allant dans cette direction? Eh bien, rappelez-vous, beaucoup de gens disaient à tout le monde que l'Iran allait s'effondrer, qu'il allait s'écrouler au bout de 3 ou 4 jours. En fait, si vous regardez nombre d'interviews du général Keane et d'autres personnes, ils ont écarté cette idée d'un revers de main et ont dit « Bon, tout cela sera terminé en quelques jours. » Puis c'est devenu 1 semaine, puis 2 semaines. Et soudainement, c'était « Bon, cela va prendre plus de temps. » Aujourd'hui à Washington, croyez-le ou non, on parle d'une impasse qui pourrait durer jusqu'à l'année prochaine. Moi, je ne pense pas que cela arrivera, pour les raisons dont nous avons déjà parlé. Je pense que ça s'effondrera avant. Mais c'est Washington, D.C. C'est une bulle. Les gens ne vivent pas dans le monde réel. Ils vivent dans un monde imaginaire. Et ce monde imaginaire s'étend jusqu'à la Russie. La Russie reste, à leurs yeux, ce qu'elle n'est pas. Un pays en retard, en développement, qui ne pourrait absolument pas rivaliser avec une puissance militaire occidentale comme les États-Unis. Et s'agissant du Royaume-Uni et de la France, ils sont dangereusement déconnectés de la réalité. Non seulement ils ne peuvent mettre en place aucune forme de défense aérienne et antimissile dans un délai qui changerait quoi que ce soit. Cela prend des années et exige des investissements énormes. Mais, franchement, cela ne fonctionnera pas tant que nous n'aurons pas enfreint les lois des mathématiques fractales et établi le lien entre la lumière, la gravité et le magnétisme. Vous pouvez créer une défense ponctuelle et des regroupements, mais vous n'allez pas défendre des territoires immenses. C'est donc un problème. Maintenant, ils veulent donner davantage d'armes à l'Ukraine. Et je pense qu'il existe un risque réel que 2 choses se produisent. Tout d'abord, je pense qu'avec Sourovikine aux commandes, il pourrait être très difficile de faire entrer ces missiles dans le pays. Je pense que vous allez voir les ponts sur le Dniepr, les lignes ferroviaires, les lignes de communication, tous détruits, alors que jusqu'à présent, ils n'avaient pas été touchés. Et nous pourrons revenir à un autre moment sur la réflexion à Moscou qui a conduit à laisser ces infrastructures intactes. Mais je pense qu'il va s'en prendre à elles avec acharnement. L'autre chose, c'est qu'ils ont accumulé ces missiles Oreshnik avec des charges conventionnelles. Et je pense qu'ils sont prêts à les utiliser s'ils doivent le faire,
contre des États de l'OTAN qui abritent des usines de fabrication, quel que soit le nom qu'on leur donne, des sites liés aux missiles. Je pense que c'est leur dernière option. Mais elle est réelle. Nous ne devrions pas l'écarter et nous devrions nous en préoccuper. Vous savez, je sais que nous arrivons presque au terme de notre temps. Alors, une dernière chose que je voudrais vous demander. Vous avez parlé de beaucoup de pensées fantaisistes, complètement déconnectées de la réalité. Je crois avoir ici un très bon exemple. J'aimerais avoir votre avis. C'est le général Keith Kellogg, ancien conseiller à la sécurité nationale du vice-président des États-Unis, ancien envoyé du président Trump en Ukraine. Donc quelqu'un d'important, quelqu'un que Trump écoute. Il est tout le temps sur Fox News. Le voici qui livre sa grande sagesse sur la manière de gagner la guerre en Iran, et il la compare à un match de football. Voici toutefois une inquiétude que j'ai au sujet de l'Iran. Vous avez fait du sport. Moi aussi. Et quand vous laissez une équipe rester dans le match, une équipe de baseball en 9e manche, ou une équipe de football américain dans le 4e quart-temps, alors que vous êtes clairement meilleur, vous auriez dû plier le match dès le premier quart-temps, pas au 4e. Dès la première manche, pas en 9e. Et plus ils restent dans le match, plus ils deviennent dangereux. C'est un peu là où nous en sommes aujourd'hui, et je pense que le président va conclure. Il devrait conclure. Oui, enfin, c'est vrai dans le sport. On le voit tout le temps. Mais cette analogie s'applique-t-elle ici à la guerre en Ukraine et à l'Iran? Eh bien, Dan, Keith est un type bien. Mais comme la plupart des officiers généraux, il vit dans le passé. Il a tenu des propos similaires à ceux de Lindsey Graham, de son vivant. Prenez l'île de Karg et vous gagnerez la guerre. C'est pourquoi, malheureusement, je pense que les opérations terrestres ne sont pas encore écartées. Rien ne prouve que prendre l'île de Karg fera la moindre différence, si ce n'est tuer un grand nombre de soldats américains et de marines qui s'y rendront. C'est la même chose si vous essayez de débarquer et de prendre Chabahar, ou si vous tentez de prendre des îles plus proches de Bandar Abbas. Ça ne changera rien. Vous fournissez, en substance, aux Iraniens des cibles à détruire, et ils se réjouiront d'avoir cette occasion. Mais cette histoire de football est très révélatrice. Si vous vouliez rallier le général à un projet, si vous vouliez flatter son ego, vous lui parleriez de football et de l'équipe de l'armée. Et souvenez-vous, c'était ridicule. Et c'est malheureusement le niveau du débat dans les plus hauts grades. Nous devons faire beaucoup mieux. Nous serions mieux servis avec des gens comme l'amiral Bill Owens, Art Zebrowski et d'autres, qui étaient des penseurs très sérieux et qui se débattaient avec toutes ces questions dans les années 90. Des questions qui reviennent aujourd'hui nous hanter. Oui, et on pourrait vous ajouter à cette liste parce que vous publiez livre après livre, comme The Margin of Victory, que nous avons montré il y a un instant. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à ne pas nous laisser intimider ni compromettre, à dire la vérité, comme vous l'avez fait aujourd'hui, comme vous le faites toujours. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Et pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur Doug, rendez-vous sur mgregorwarrior.substack.com. Vous pourrez continuer à y trouver des articles comme celui dont nous avons parlé plus tôt aujourd'hui. Et il a aussi une chaîne YouTube maintenant. Je crois qu'elle s'appelle... Comment s'appelle-t-elle? McGregor Warrior. Non, Warrior. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Eh bien, tout ce que vous avez toujours voulu voir sera là. Très bien. Oui, alors allez voir ça aussi. Vous pouvez lire des articles, les regarder en vidéo ou faire ce dont vous avez besoin. Doug McGregor est toujours là et nous l'apprécions. Merci beaucoup, Doug. Merci, Dan.
Et on vous retrouve plus tard cet après-midi. La prochaine émission, Gary, je crois que c'est à 13 heures, c'est ça? Oui. Ah oui, bien sûr. L'incroyable John Mearsheimer sera de nouveau avec nous aujourd'hui à 13 heures et nous avons hâte de vous y retrouver. À tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Et Matto aussi, bien sûr. Il ne faut pas le manquer. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez.